Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, je suis au Skarbowski Gym à Paris dans le 18e avec Jean-Charles Skarbowski. Salut Gab, merci. Et bienvenue. Merci beaucoup. Et je lui ai fait une surprise, donc j'ai ramené Freddy Lépine, Joe Prestia et Majoub Jaradi, qui est un élève de Freddy. Un grand honneur d'avoir tous ces champions dans ma salle. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci à toi. Donc, je souhaitais faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est rendre hommage à ta carrière. C'est très, très gentil, merci beaucoup. Et je t'en prie. Et la deuxième, c'est faire quelques échanges techniques. Voilà, parce qu'on va pas faire que des interviews. Et pour tout ce qui est de ta carrière, je renvoie forcément vers la chaîne de André Zetoun, vers la chaîne de Gong Guy Ornogi, vers la chaîne La Sueur et vers la chaîne Karaté Bushido. Je mets tous les liens de toutes les vidéos que tu as déjà pu faire avec eux dans la description. Voilà, nous, on va se concentrer sur autre chose. Et première question, je souhaitais savoir quels étaient les avis de Freddy Lépine, Joe Prestia et Majoub sur la carrière et la personnalité de Jean-Charles. On laisse l'honneur à Moi, je suis plus ancien, j'avais 72. J'ai des grands souvenirs de ce gars-là, de Joe, qui est vraiment un exemple pugilistique et humain. Et Jean-Charles, je l'ai connu à l'époque en Thaïlande, et c'est pareil. Et je suis content quand je vois des jeunes comme ça qui ont pour moi, c'est encore des jeunes, qui ont une reconversion cinéma, et lui, avec ses deux salles. Donc, c'est ça l'exemple. C'est pas que la carrière, c'est l'après-carrière, et aussi l'humain qui est prioritaire pour moi. D'accord. Joe? Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Charles quand il était, je dirais pas gamin, mais à ses débuts. À Poissy, on s'est rencontrés. J'ai pris une photo avec toi dans le vestiaire. Ah oui. Photo que. Je me souviens pas de ça. Oui, non, je me souviens pas. Non, moi, où j'ai commencé à te connaître, c'est en Thaïlande, au Lumpini. Moi, j'étais là en spectateur. Et il y avait André qui venait me voir et il m'a amené dans les vestiaires pour venir te voir et tu commençais à combattre en Thaïlande. Donc voilà, j'ai découvert vraiment un jeune talentueux. Merci. C'était au début. Moi j'ai suivi les traces qui ont été faites par les aînés. Freddy et Joe, donc j'avais les posters de Joe sur mon mur. Aujourd'hui je le côtoie comme un ami presque, un peu comme tous ces gens qui étaient sur mon mur, Nikema, Consac, aujourd'hui c'est devenu des amis. Et ça c'est c'est un grand plaisir, c'est ma plus grande fierté. Et aussi d'avoir ouvert la salle et de pouvoir attirer avec moi une douzaine d'amis et d'anciens champions qui sont là aussi entraînés et qui sont très heureux. D'accord, merci beaucoup Emma Joub. C'est à côté, moi j'ai été fan de Jean-Charles Skarbowski. C'est vraiment un immense champion. Vraiment un boxeur au grand cœur, peut-être de gentil, respectueux. Et franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et jusqu'à maintenant, je me suis encore séparé. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors maintenant, j'aurais aimé savoir si Joe Prestia et Freddy Lépine avaient des anecdotes, drôles ou pas drôles, à raconter sur Jean-Charles. Anecdotes, elles sont pas drôles, parce que moi, quand je suis allé le voir en Thaïlande, c'était pour les championnats du monde, j'étais avec l'époque Pascal Mathieu, donc j'étais représentant pour l'équipe de France. Et il parlait pas beaucoup, Jean-Charles. Il nous a regardés et il était distant. C'est parce qu'il avait déjà la problématique de faire une carrière en Thaïlande. Tu es resté combien de temps en Thaïlande? Je vais en Thaïlande depuis que j'ai 18 ans. Je passe 2 mois par an jusqu'à mes 25 ans où j'ai décidé d'y rester. Et je suis resté jusqu'à 31 ans. Donc je suis resté 6 ans en Thaïlande non-stop. Si tu rajoutes les 2 mois mis bout à bout sur 10 ans, ça peut peut-être faire 2 ans plus. Mais le gros de ma carrière, là où j'ai eu la reconnaissance, je suis resté 6 ans. 6 ans non-stop. Je repartais en France pour boxer en Europe, mais j'habitais là-bas. En 6 ans. Ouais. Moi, je l'ai eu au début, pareil. Ok. Et Joe? Alors moi, je vais pas parler d'anecdotes, mais je vais parler plutôt de quelqu'un qui pour moi a fait tellement, il a tellement boxé en Thaïlande et dans le monde entier, mais moi, par exemple, il y a un énorme respect que je sens à chaque fois encore aujourd'hui de Jean-Charles envers moi. Alors que, si tu veux, moi, par rapport à tout ce que tu as fait, moi, je dirais que j'ai fait quelques combats qui ont marqué, qui sont restés dans les annales. Mais lui, il a tellement boxé, tellement fait de combats Thaïlande, il a affronté tout le monde, les Bois-Kao à l'époque, tous les grands noms qu'il y avait en Thaïlande. Et puis, c'était enchaîné. Voilà, moi, j'ai boxé quelques fois en Thaïlande. Après, j'ai fait quelques combats qui ont marqué
apparemment. Mais Oui, en tout bien cas, sûr. je suis très très impressionné par sa carrière. Encore aujourd'hui, hein, quand je parle de Jean-Charles. C'est des pots, Non, mais quand je parle de Jean-Charles, par exemple, Christophe Thiozo. Merci de m'avoir présenté Christophe. Ouais, bah Christophe Thiozo, au départ, quand je parle de Jean-Charles, et je lui montre sa photo, ben ouais. Mais je dis, mais attends, tu sais pas, tu vas voir, je lui montre des photos, je lui montre des vidéos à Christophe et à Franck Thiozo. Ouais. Et tous les deux, ils sont, ils sont comme ça. Et dans purée, pourtant, tu vois, c'est des boxeurs. Donc, j'ai été très, très impressionné par tous les combats que j'ai montrés de Jean-Charles. Voilà. Et on a la chance d'avoir Christophe Thiozo ici qui vient aider de temps en temps promulguer sa science. Ah ouais. L'honneur de l'avoir. Ouais. Et donc, tu vois, c'est quand même Christophe Thiozo, médaille olympique, champion du monde, qui est impressionné par ses combats et même ce qu'il envoyait avec les poids. Hein. Il n'y avait pas que les jambes, hein, il envoyait bien les poids aussi. Hein. C'est pour ça qu'il est incontournable. Ouais, surtout les poids, ouais. Pas qu'en Thaïlande, c'est à la déterre. C'est Mais sûr. c'est par rapport à sa carrière, puis le prestige, puis les qualités qu'il était. Puis aussi, comme tu dis, Joe, les personnalités qu'il a rencontrées à l'époque. Tous. Bah, les- Meilleurs. Pardon, je te coupe. Oui. Les 100 points de suture qu'il a sur la tête et le visage Ouais. lui ont permis d'avoir Ouais. été approché par Georges Saint-Pierre, notamment. Environ, ouais. Environ. Ça n'aura pas servi Oui, à j'ai rien. la chance d'être contacté directement par Georges par téléphone, qui avait rencontré un Canadien qui était venu ici et qui s'entraînait avec lui. Il lui avait montré quelques techniques que j'avais montrées. Et il a trouvé ça assez intéressant. Il m'a demandé de venir l'entraîner. Donc je suis parti au Canada 2-3 fois pour des périodes d'une semaine. Bon, une semaine, on essaie de faire ça assez intense. J'essaie de lui montrer un maximum de trucs, sachant qu'il fait aussi du jiu-jitsu, de la préparation physique. Il doit faire un mix avec tout ça. Bon, maintenant, il a arrêté sa carrière, je pense, parce qu'il a vaincu. Je sais pas exactement, mais je sais qu'il est. Ouais, vaincu. Il n'a pas eu une défaite à ses débuts, peut-être, non? Ouais, mais pour moi, Ses c'est un débuts. vaincu. D'accord, ouais. Alors, en tout cas, c'est Alors, quelqu'un voilà, c'est comme très... pour toi. C'est une super personne. Quand tu vois les Ouais, ouais. du cœur et tout. Dommage, j'ai plus trop de contact avec lui. Ouais, Ça fait partie des personnalités de par le monde qu'on est toujours. ouais, très humble. Hein. Bon, vous voyez le statut qu'il a, hein, c'est une véritable star au Canada. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il voulait pas croire que j'étais venu l'entraîner, quoi. Et puis quand j'ai sorti son nom et je donnais son numéro de téléphone, ils étaient tous scotchés, là. Ouais, ça a ouvert les portes de l'aéroport. Donc si vous connaissez Georges Saint-Pierre et que vous n'avez pas de papier, bah c'est bon. Voilà. Alors, et Pas de problème pour le visa. si je peux raconter une autre anecdote sur Jean-Charles, je vais en dire une petite qui m'a fait beaucoup rire et puis on va voir comment il est humble aussi, Jean-Charles. Alors, on était avec le président de la fédération de la FSGT. Qui est un fan de Joe Prestia et qui parlait de moi à Jean-Charles. Et Jean-Charles, il approuvait, bien sûr. Et d'un seul, je sais pas si tu te souviens de ça. Et d'un seul coup, moi, je l'entends et je dis, mais je lui dis, tu sais pas à qui tu parles. C'est Jean-Charles. Il fait beaucoup plus que moi dans les combats. Ah non, non. Et Jean-Charles, non, mais tu peux dire ça, mais Jean-Charles, donc le président de la fédération, il regarde Jean-Charles. Et puis, il se penche, lui dit, certainement, t'es un grand champion, mais pas comme Joe Prestia, quand même. Et Jean-Charles, non. Bah oui. C'est bien, ça? Et moi, j'ai pas boxé des cas. Ouais, t'en as boxé. En tout cas, c'est impressionnant l'humilité que vous avez tous les trois. Très Non, impressionnant. justement, j'ai mis pour ce qui concerne l'humidité, j'ai mis ce petit fil pour la question. Enzo, comment tu vas? Ça va et toi, Anto? Ça va, merci beaucoup. Bon, Enzo, toi, tu es combattant de l'équipe de France de grappling, mais tu connais un petit peu Jean-Charles Skarbowski. Donc, du moins sa carrière. Ouais, un petit peu, ouais, de nom, comme ça, de loin. Ok, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa carrière? Alors, du peu que je connais de sa carrière, ça a été un grand champion, une légende du Muay Thai, qui a eu des titres mondiaux, européens, si je dis pas de bêtises. À l'époque, quand je m'entraînais sur Balma au Supreme Arena, il me semble qu'il était venu faire un stage où j'avais pas participé, mais son nom avait été mentionné par le gérant de la salle à l'époque. Et je me rappelle de lui lors de l'émission. Alors j'ai plus la référence du nom de l'émission, UFC Fight ou quelque chose comme ça, où Georges Saint-Pierre l'avait invité dans le camp d'entraînement.
où il était resté 2 semaines, il me semble, et où il montre en fait l'étalage de tout son talent aux jeunes combattants MMA. Et quand il le voyait arriver, il se disait mais c'est qui ce monsieur? Il paye pas de mine, parce que aujourd'hui c'est vrai que la plupart des grands champions c'est tous des athlètes, on va dire, avec une plastique parfaite, et lui il arrive avec son petit physique. Les gens le regardaient un peu bizarrement, et au final il a montré vraiment que l'habit fait pas le moine, et que même s'il a pas le physique des athlètes d'aujourd'hui, il a montré que le physique au final c'est pas ce qui fait la différence. C'est plus la technique, et lui la technique, il a montré qu'il était vraiment au-dessus du lot. Et donc pour ça j'ai cette image, cette référence en tête où il fait entre guillemets du sale aux combattants de l'émission. Et ça m'avait marqué, ouais, ça m'avait marqué. De ce que j'ai pu voir, je crois qu'il a plus d'une centaine de combats professionnels, il doit être 75 victoires, dont 51 par KO. J'ai pas les stats exactes, mais des souvenirs que j'ai, et où il avait combattu quand même face à des grands noms, notamment les légendes du Nak Muay sont thaïlandaises, et il avait affronté quelques-unes où il avait montré vraiment que ouais, c'était vraiment un grand champion dans sa discipline. D'accord, merci beaucoup Enzo. Avec plaisir. Bonjour, alors on me demande souvent ce que je pense de certains champions de sport de combat et d'arts martiaux. Et ben on va parler de Jean-Charles Skarbowski, quelqu'un que je ne connais pas, dans le sens que c'est pas un ami, mais on s'est côtoyé. Alors Jean-Charles, énorme carrière, champion du monde, 3 fois champion d'Europe, plusieurs fois champion de France, très respecté en Thaïlande, très courageux, il a fait des gros combats, donc respect, très grand champion. Après, au-delà de ça, j'ai eu la chance de le côtoyer au dojo de Ménil, 8 rue Prague, dans le 12e arrondissement à Paris, où je donnais cours. En fait, lui donnait cours en bas, et puis moi, je donnais cours aux mêmes horaires dans la salle du haut. Donc, on s'est côtoyé, quelqu'un de très sympa, charmant, très bon pédagogue, parce que je l'ai vu animer le cours. En même temps, il a eu un excellent professeur, hein, André Zetoun, qui est une référence. Donc, il a déjà eu, comme on dit, les bonnes techniques pédagogiques. Et puis après, il l'a personnalisé par rapport à lui. Hein. Donc, grand champion, grand pédagogue, très charmant. En plus, au niveau business, il se débrouille plutôt très très bien, puisqu'il a monté son camp, son dojo. C'est pas évident, hein. Ça paraît simple comme ça, mais donner des cours et avoir sa salle, c'est pas simple. Donc, pour moi, il a vraiment toutes les qualités pour, encore une fois, être respecté du milieu, et puis surtout partager sa passion, hein, qui est le Muay Thai. De ce que je sais, dans le milieu du Muay Thai, il est respecté, hein, parce que je connais beaucoup de gens qui le connaissent, hein, Freddy Lépine, Joe Prestia et d'autres, des amis à moi. Et donc, Jean-Charles, grand respect, voilà. Donc, je ne pense vraiment que du bien, comme beaucoup de combattants d'ailleurs, et je lui souhaite qu'une chose, c'est de continuer à partager sa passion. Je lui souhaite de vivre de sa passion le mieux possible, et puis surtout, je lui souhaite de conserver une bonne santé, parce que pour donner les cours, il faut garder la santé, voilà. Donc, s'il m'écoute, s'il voit la vidéo, Jean-Charles, je te souhaite une bonne continuation. Prends soin de toi et continue ce que tu fais, c'est génial, voilà. Ouais. Ah ouais. Merci Enzo pour ces mots touchants. J'ai écouté. Voilà, je te remercie beaucoup, et j'espère qu'on se rencontrera un jour. Bon, on va ensemble. Bientôt. Franck, je te redis merci encore, voilà, pour ces mots touchants sur la vidéo. Après, je voulais savoir, je vous demandais à des 4, selon vous, quelles sont les techniques les plus dangereuses en Muay Thai? Vous pouvez montrer, mais sans vraiment les faire. Tu veux dire mais juste en technique ou montrant. efficacité? Technique. Les techniques les plus efficaces. Moi, c'est Muay KO et Sok. Est-ce que tu peux Vas-y, montrer sur ma joue, s'il te plaît? Sans faire mal, hein, mais juste montrer. Bon, là, moi, j'ai pour tes joues, je fais attention. Et tout ce qui est Sok. Tout ce qui est Sok. Ok. Et Jean-Charles et Joe, pour vous? Moi, selon moi, la technique la plus dangereuse et en même temps la plus facile à faire. Et c'est pour ça qu'elle est dangereuse, parce que n'importe qui peut la faire. Des techniques de coude et de genoux en sautant, ça se travaille. Mais il y a une technique que n'importe qui peut faire, même une grand-mère. Même une grand-mère.
Elle peut attraper la tête du mec, bim. Ça, je pense que c'est le coup le plus mortel. J'ai rarement vu des gens qui ont continué un combat après un coup de genou dans le nez. C'est hyper gros, un genou plat. Puis le nez, c'est tout petit, quoi. S'il faut, donc, alors, on n'a pas besoin de savoir faire du sport, ni des sauts, ni même d'être fort pour faire ça. Non. Là, si n'importe qui peut le faire. Si je suis, pardon. Oui. Si je suis, donc c'est pour ça que admettons, en garde, ouais. sans vraiment me mettre en garde, mais si j'ai les mains devant, Ouais. comment tu me places ça? Doucement, hein? Bah, tu sais qu'il y a une partie corps à corps en boxe taille. Ouais. Une fois, là, si je suis à cette distance-là, tu peux mettre un coup de poing ou un coup de coude. Tu es d'accord? Et là, tu peux pas mettre de coup de pied, par contre, t'es trop près pour mettre un coup de pied. C'est très difficile. Ça va pas faire mal. Ça va pas faire mal. Le danger vient des poings et des coudes, à cette distance-là. Ou à la limite des genoux. Donc là, je te tiens les poignets. Bon, avec les gants, des fois, on peut pas faire ça, mais des fois, on peut. Voilà. Faut vous maintenir un petit peu comme ça. Essayer de mettre un coup de poing ou un coup de coude. Non, toi, tu peux pas. À ce moment-là, je peux réfléchir à une technique, mais pas avant ça. Si je fais n'importe quoi avant de te tenir les mains, avant de t'attraper la tête, là, tu mets gauche-droite dans la tête. Là, je suis voilà. libre. Bah oui. Bah, surtout les coups de poing dans la tête. Le coup de genou dans le ventre, ça, on peut s'en prendre quelques-uns, quoi. Mais un coup de poing dans la tête, c'est fatal, quoi. Okay. Donc, si je suis à cette distance-là, je te tiens les mains, et après, je rentre. Okay. Là, on est proche. Là, après, je te frappe. Bon, bam. Ok. Voilà, expliquer de manière succincte. Hein. Mais si tu me demandes le coup le plus dangereux, et je pense que c'est plus efficace, parce que attraper le genou, pas comme ça, généralement, ça s'amène par un KO ou un nez cassé, quoi. C'est rare que les mecs continuent le combat après ça, quoi. Un coup de coude, ça peut ouvrir, mais tu peux continuer le combat. Mais alors que ça, généralement, ça met fin au combat, parce que c'est hyper puissant, la taille d'une cuisse. Bon, voilà. Et c'est un coup qui est dangereux, parce que c'est un coup qui est facile à faire. Si même quelqu'un qui fait pas de sport, quelqu'un qui est pas fort, il peut faire ça. Ok. Donc c'est pour ça que c'est dangereux, parce que n'importe qui peut te le faire, quoi. Un coup de genou sauté, un coup de pied sauté, c'est uniquement une hélice qui peut te le faire. Faut s'être entraîné des années pour faire ça, quoi. Alors que ça, en 2 secondes, tu le fais, quoi. Ouais. C'est un mouvement naturel, quoi. Ça marche. Ouais. Et Joe? Et moi, moi, je pense, et je vais voir si quelqu'un peut me contredire, tout dépend de qui on a en face. Des techniques, il y a certaines techniques, tu peux pas les placer à tout le monde. Hein. Alors, donc, pour moi, elles sont toutes dangereuses à partir du moment où tu les prends. Ce qui est primordial, et ce que j'essaie d'apprendre toujours à quelqu'un quand j'entraîne, moi, c'est de se protéger un maximum. Le capital tête, c'est très très important. Alors, Est-ce que je me mets en garde? Alors, mets-toi en garde. Ce que j'aime bien, ce que je vais montrer, c'est la technique de Ramon Dekers, qui me l'a fait, où j'étais coupé en 2 à chaque fois, mais je suis pas tombé parce que je suis jamais tombé. Mais en tout cas, je peux dire que j'étais asphyxié. C'est qu'on te fait lever la tête, pas de côté, tu vois. On te fait lever la tête pour se protéger, donc on se protège. Pas de côté là, au foie, au visage. Tu descends un petit peu et bam, et le derrière. Ça, c'est du Ramon Dekers. N'est-ce pas? Anciennement, typique hollandais, hein, crochet au foie. Ça, c'est l'été, oui. Est-ce que je peux le tester sur ma joue plus rapidement? Sans lui faire mal, hein? Oh, Pourquoi? Voilà, tu l'as pour ça. Hein, allez, Madjou. On a pris pour avoir mal. Non, Est-ce que vous pouvez vous tourner et le refaire? Pour avoir un autre angle? Alors, le but, c'est de faire lever les mains. Non, et bam, là, bam, 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 bam. Yeah. On a bien vu. Et c'est vrai, merci beaucoup. Là, on Merci, revoit Joe. vraiment l'école hollandaise, de Rome et compagnie. Ouais, reste où, Moi, j'ai En mal. plus, tu le fais bien. Je l'ai goûté, celui-là. Je peux te dire qu'après, je l'ai fait aussi. Et merci. Après, je voulais savoir si vous aviez une technique secrète. Chacun d'entre vous. Quelle est votre technique secrète? Moi, j'en ai une. C'est le travail. Exact. On ne fait pas la même chose à presque bien sur la route des 62 ans que je ferais par exemple si j'étais plus jeune. Moi, je sais que j'aimais bien tous les mouvements de souplesse comme ça, mais après il y a plein de choses que tu ne peux plus faire. Par contre, je me souviens, tu avais une très bonne anglaise. Je trouve que ce qui est important, c'est comment tu utilises ton anglaise pour la distance. Et après, tu as vu, il masque, il est au poids, crochet, il vient à l'intérieur. Mais il n'y a pas de technique secrète, c'est le travail. Ouais, il a raison, c'est le travail, répétition. Travailler, souffrir. Tu voulais voir une deuxième technique, je crois, c'est bien ça. Ouais. Tout simplement, quoi. Ouais. Sur Tu si vous voulez voir juste une deuxième technique, en fait. Ah, tu veux une deuxième technique? Vas-y, passe en premier. Bon, alors, moi, je double. Alors, avant chaque exercice, le salutail, c'est important. Ouais.
Donc technique secrète. C'est une technique qui se fait. Attends, je réfléchis 2 petites secondes parce que j'ai plein de techniques secrètes. Donc voilà. Alors cette technique-là, il faut bien. Mets-toi. Il faut que tu vois. En fait, c'est le type. Le type, c'est le coup de pied poussé comme ça. D'accord? Tu pousses l'adversaire. Tu peux viser dans plein d'endroits. Tu peux viser dans le torse. Tu peux viser dans le ventre. Tu peux viser dans la jambe. Tu peux viser dans la tête. Hein. À certains moments où j'ai levé le pied, ça peut aller ou dans la tête ou dans la jambe. Donc ça va être très dur pour lui de bloquer au bon endroit parce qu'il y a plusieurs zones. Donc maintenant le type c'est pour pousser, mais Pidet, c'est un entraîneur du Jockey Gym. Le Jockey Gym c'est un club mythique en Thaïlande que j'ai repris depuis. Il m'a montré une technique avec le type, avec le gros orteil. Donc cette technique, elle se fait ou bien dans le plexus, ou bien dans la vessie. La vessie, c'est juste derrière la ceinture. Parce que les coups sous la ceinture sont soi-disant pas autorisés, enfin, du moins dans la coquille, quoi. Et dans la jambe, on a le droit de taper, parce que c'est comme sous la ceinture. Donc, voilà. Donc, essayer de faire, s'il est complètement de profil, s'il est de profil comme ça, ouais, là, je vais avoir un petit peu du mal. Là, c'est une autre technique encore. Mais là, on va dire qu'il est un peu de 3/4. D'accord? Donc, je lève et je vais venir mettre un coup avec le gros orteil. Boum. Dans la vessie. Ou bien dans la vessie. Ça fait pas super mal. Par contre, il y a une zone spéciale au niveau de la vessie, c'est-à-dire que tu prends 2-3 coups là, dans la vessie, au premier round, et au deuxième round, le mec, il a plus de force. Et c'est même pas pourquoi il a plus de force. Donc tu peux viser ou bien dans la vessie, ou bien dans le plexus. Pareil, le plexus, c'est une zone qui fait très mal, ça on le sait, hein. Mais la vessie, les gens oublient. Bam. Et s'il veut chasser mon coup, comme c'est assez bas, essaie de chasser avec la main, comme c'est assez bas, il est obligé de descendre sa main tellement bas qu'il va se découvrir. Si je tape dans le ventre, il fait ça, hop, et il remonte tout de suite. Mais là, c'est vraiment trop bas. Boum. Donc, et c'est surtout que, bam, ça fatigue. Bam, avec le gros orteil, ou bien dans la vessie, bam, ou bien dans le plexus. Bam. Alors, laisse ton t-shirt pour voir. J'ai pas tapé spécialement fort, mais c'est rouge. C'est rouge, c'est pas le contact avec la peau. S'il y a une rougeur comme ça qui persiste, c'est parce qu'à l'intérieur il s'est passé quelque chose. Ou bien là, bien juste ici là. Et on peut même le faire en sautant. Bon, tu vois ce qui fait que ça fait encore plus mal. Et donc le mec au deuxième round il arrive et il n'a plus de force. En plus ça m'est arrivé déjà de me prendre ces coups-là et puis d'inventer 1000 trucs. Et après le combat ou après la petite séance de Lenchung c'est sparring en taille, le mec il va te dire ouais mais en fait c'est parce que j'ai pas mangé. Ou bien il va te dire ouais parce que je viens juste de manger. Ou bien il va te dire ouais c'est parce que j'ai des problèmes familiaux. Mais jamais il va comprendre qu'en fait les 2-3 coups dans la vessie avec l'orteil c'est ça qui l'a complètement cassé quoi. Bah c'est pas que ça le perturbe, c'est que vraiment ça. Bim. Tu sais il y a une zone on l'utilise pas en boxage, je vois pas beaucoup de gens l'utiliser mais deuxième round, t'as plus d'énergie. Tu sais, il y a de l'énergie qui passe, il y a de l'énergie qui circule dans le corps. Et là, c'est une zone vraiment importante. En plus, c'est pile le centre du corps. Donc, je suppose que je ne connais pas trop en énergie, mais je sais que quand on tape dedans, ça te cisaille les jambes, les bras et même ta volonté de gagner. Même t'as plus envie de gagner. T'es là, tu as envie de gagner. Tu recules. C'est juste plus envie, ok? C'est juste pour, voilà. C'est une petite technique secrète. Elle est secrète, elle est pas vraiment secrète, parce que je l'explique souvent à la salle. C'est pas tout le monde qui la connaît et elle est très utile. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir quelque chose au niveau des gifles. Je sais que, bon, en Muay Thai, vous mettez des coups de poing. Freddy, toi, tu m'avais dit que les gifles, c'était pas ton truc. Mais c'est les marteaux. Moi, les marteaux? Ok. Mais si dans les vous êtes amené, admettons, dans une situation de rue, à mettre une gifle, vous allez la mettre comment? Techniquement parlant. Vous qui êtes champion de boxe. Personnellement, je mets pas des gifles, mais moi je sais que comme j'ai fait les formations, j'aime bien. Alors attends, je sais que non, tu vas me le faire sur la clavicule. Non. Doucement, hein. J'aime bien ça, moi. Oh, ouais. C'est moi dire bonjour. Moi j'aime bien les marteaux parce que c'est dans les formes anciennes. En fait, alors j'ai une disjonction acromioclaviculaire, ça va faire 4 ans. La dernière fois, tu le savais pas, Freddy. Tu m'as mis le même coup sur la clavicule. Regarde. Et normalement. Alors attends, fais-le sur ma jupe, s'il te plaît, parce qu'il va. Ouais, mais là, ça monte. Voilà.
Regarde, il a la garde comme ça. C'est fait pour chasser la garde. Vraiment, putain. Regarde, La Rolex. Et c'est comme La ça. Rolex en Regarde, plastique. Hein. Regarde le marteau. Le marteau. Non, pas ça, parce que là, tu vois ce que je veux dire? C'est fait pour ça, le marteau. C'est fait pour chasser la garde. Ou pour. Moi, j'aime bien. Ok. Ouais. Au niveau. Alors, moi, j'ai jamais mis de gifle. Enfin, faut jamais dire jamais. Ça m'est arrivé de rendre des gifles. Ça, tu m'en mets une, je rends la gifle juste parce qu'on m'en a mis ça. C'est uniquement pour ça que j'ai mis une gifle. Si le mec me met une gifle, je rends une gifle. Alors, Mais si je on vois fait aucun, tout doucement, Non, mais j'y arriverai même pas, hein, parce que Non, moi, c'est pas. j'y arriverai même pas. c'est dans l'action. Ma en main, fait. elle va se stopper avant. J'ai trop de respect pour le visage de quelqu'un pour taper dedans. Si tu le fais sur Et ton surtout avant-bras, avec la main ouverte en plus. si tu le fais sur l'avant-bras. Ah non, mais je mets pas de gifle, je mets des coups de Non, poing, mais- je fais de la boxe. Ok. Et si je dois me défendre, c'est parce que j'ai peur que le mec, il me tue, quoi. Si c'est juste pour quelques mots échangés, ça va pas loin. Mais si le mec, je sens qu'il veut me tuer et que je dois taper en premier, je peux lui mettre une gifle. Même t'as coup de poing pour me mettre KO, quoi. Et encore, ça n'est même pas arrivé, mais j'imagine. J'imagine, si je suis en danger, le mec veut me tuer, bah, je me défends. J'ai tapé en premier. Si je suis sûr que le mec, ça m'est arrivé une fois, c'est que je l'avais raconté là, mais bon, je suis pas en danger de mort, c'est juste pour défendre l'honneur de quelqu'un, quoi. Mais sinon, ça ne m'aurait même pas en tête de mettre une gifle, quoi. Mais enfin, je fais de la boxe, c'est pour mettre des coups de poing. J'imagine j'imagine, mais je le ferai pas. Sauf si quelqu'un veut m'agresser, je mettrai un coup de poing, évidemment. Je vais mettre une gifle, si je mets une gifle, il va continuer à avancer. Enfin, ça m'étonnerait qu'il s'arrête pour une gifle, quoi. Sauf s'il a, ouais. ça, Donc c'est je vraiment penserais même pas mettre une gifle, hein. Ouais, non, mais oui, il a raison. Déjà, si tu dois frapper quelqu'un, tu mets pas de gifle. Mais même si tu Bah mets oui. une gifle, C'est pas ça. c'est la même chose que quand tu me mets un crochet. Est-ce que je. Non, c'est-à-dire que c'est la rotation qui compte. Tu mets un crochet, si tu pars avec le bras seulement, c'est rien. Mais si tu pars avec le Regarde rien. l'action. Bam. Là, je veux dire, là, tu vas voler. Et si tu mets la gifle, c'est pareil. Si tu mets une gifle, ça va faire mal. Mais si tu pars avec la rotation, c'est l'épaule, c'est emmener le corps avec toi. Bam. Ah, bah. Est-ce que tu peux le faire sur l'avant-bras? Bon, il va partir comme ça. Ouais, mais- En gifle, hein, en gifle. Parce que regarde le transfert. Attends, je vais me mettre Regarde le comme ça. transfert de poids de corps qu'il fait là, Joe. Regarde le transfert. Si je te fais pour de vrai, tu vas avoir mal. Ouais, ouais. Et Non, puis, pas si je trop fais- fort, mais juste pour. Bah, Qu'est-ce que je fasse? Juste histoire au lieu de d'avoir, la mettre dans le visage, juste d'avoir ici, là, pour voir l'impact. Oui, mais tu peux pas avoir l'impact. Voilà. Tu vois, là, je balance le corps avec. Et c'est ça qui fait mal. C'est comme le crochet. Bam. La rotation. Tu vois, si Et pourquoi te tu mets- penses à ça aussi? Oui, c'est drôle. tu sais, tu te mets devant un Je me sac. demandais si- Tu fais un sac et quand tu frappes, tu t'envoies un crochet, mais si tu fais des rotations de buste, et puis bam, tu pars exact, tu vas voir Puis l'impact que surtout ça dans la fait. rue, quoi, pour mettre des gifles. Ouais, non, je me demandais si en Muay Thai, vous n'aviez pas ça aussi. Non, c'est plutôt un truc de gonzesse, hein, ceci dit. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Et après, je voulais Elle parler. est mise sur une fesse. Mais bon, On va essayer. mais là, c'est... Sur ma tube, alors. On va pas le dire. Et après, au niveau du low kick, vous Ouais. pouvez Aïe, aïe. plutôt à le mettre ici. Voilà, Dans l'articulation, là, c'est... ou dans- En taille, on dit técra. T, c'est coup de pied, cra, c'est jambe. Técra, coup de pied, la jambe. Il y a plusieurs manières de mettre le técra. de ce côté ou de ce côté? Oui, aïe, aïe. Justement. Oh, j'ai peur pour lui, là. Non, il y a plusieurs manières de mettre le técra. Adieu. Je peux en expliquer deux, trois comme ça, vite fait. Ouais. Déjà de loin. Ton pied, faut qu'il regarde moi. Voilà. Les jambes un peu plus par là. Rapproche un peu de moi. Puis les genoux. Sois à l'aise. Tu es trop écarté. Doucement, Ouais, donc- tu peux le faire ou tu vas Oui, le bien faire sûr. fort, Non, que non, je bah sache? non. Ok. Non. Je peux pas le faire fort. Donc, là, je suis loin de toi. D'accord? Si je suis loin de toi, je vais pas taper avec le tibia. Je vais taper avec le pied. Ok. Alors, quand on vise avec le pied, on vise juste au-dessus du genou, ici, ou là, ou là. Dans cette jambe, j'ai le choix. Je peux taper avec le tibia ou avec le pied, mais dans celle arrière, j'ai un petit peu moins le choix. Ça force à me trop approcher. Je peux mettre un coup de tibia, je peux me manger une droite. Donc, à cette distance, je décompose le mouvement comme on le fait à l'entraînement. En combat, on va pas faire aussi lent, on va pas aussi téléphoner, mais l'idée, là, je suis loin. Je fais une rotation. Je plie et après, je fais un petit bond sur la gauche et j'essaye
Après avoir fait le petit bond, je vois mon pied derrière pour avoir le maximum d'élan. Je peux aller directement à la cible. Hein. Là, quoi, il y a 1 mètre de distance, hein, 1,50 m de distance. Ça fait mal, évidemment, un coup de pied, ça fait toujours mal. Mais avec là, vous voyez où est mon pied? Il y a 1,50 m de distance en plus pour prendre de la vitesse. Hop. Et surtout, je laisse ma jambe molle. Tu vois, un peu comme un bras mort, tu vois. C'est comme si ça c'est la cuisse, ça c'est le mollet. Moi, j'actionne que la hanche et la cuisse. Et la main, c'est comme une main morte, tu vois. Je mets pas de force dans le mollet. Tu sais, je l'ai juste, comme tu faisais hein, c'est un peu le même principe. Bam, c'est mou. Bah, tiens. Bah, c'est pareil avec le pied. Hop, ça. Inspiration. Bon, et je tape. Bouge pas parce que j'ai essayé de viser là. Okay. Et si tu bouges, après, ça va derrière, donc on va pas comprendre ce qu'il faut viser. Donc, je suis assez loin. Grande inspiration. Bon. Voilà. Donc là, je suis loin de toi. Hop. Bon. Je suis loin. Dans la jambe arrière, pareil. Sans changer de garde. Je tends le bras droit, je plie. Bon. Et le coup, il essaie de le remettre en descendant. Hein. Hop. Bon. Soit bien placé ici ou là, ça fait très très mal. Ça fait très mal. Maintenant, de plus près. De plus près, je peux monter oblique comme ça. Là, je peux taper juste en dessous de là. Juste en dessous de la poche. Là, en montant obliquement. En mettant la hanche. Là. Bon, j'essaie de traverser. Ou bien en descendant. Je lève et je déplie la jambe. Bam. Et là, c'est au milieu. Donc là, elle est en haut. Quand je monte, bon. Celui oblique en montant, je peux reculer le haut du corps. Quand je peux l'avancer. Là, c'est encore un autre coup, donc ça fait 2 manières différentes. Même là, on le sent. Celui-là, là, je me tiens. Donc, je monte en ralenti. Non, remets-le. Non, je me tiens. Là, tu sais comment je suis? Regarde, je monte. Là, j'ai le genou qui est plié. Et le coup, ça va être descendre. Là, comme ça. Et en même temps que je déplie la jambe, je lâche le poids du corps sur la jambe d'appui. Boum. C'est-à-dire que là, je suis hyper haut. Boum. Donc, en même temps que je déplie la jambe, bam, il y a le poids du corps qui... Et la jambe arrière, je te montrais déjà. Hop. Mais, voilà. Voilà, c'est quelques coups de pied différents qu'on peut faire. Il y a 3 explications. La première, elle est fabuleuse. Hein. Parce que moi, j'allais beaucoup en Hollande. Ils font un peu style kick. Mais là, c'est vraiment très clair. Depuis que je tape avec le pied, oui. J'ai plus mal au tibia. Avant, quand je boxais, j'avais toujours super mal au tibia. Et j'ai mon tibia qui était ouvert. Et Pipa, grand entraîneur de Kiji, m'a dit, bah, tape avec le pied. Et en fait, tout le monde tape avec le pied, quoi. On a trop cette idée en France, Muay Thai, coup de tibia. Non. Ouais. Quand vous voyez les Thaïs qui boxent contre des phalanges, les phalanges, c'est les étrangers. Ils sont tout rouges, là. Les phalanges. C'est pas le tibia, c'est le pied. C'est le pied. C'est le pied. Hein, c'est le pied. C'est pas le tibia. Peut-être aussi avec le tibia. Mais maintenant, depuis que je suis avec le pied, ben, je me fais plus mal au tibia. Parce qu'en plus, c'est plus difficile à bloquer, ça va plus vite. Et tu boxes de loin, surtout. Ouais, et je boxe de loin, et puis je prends moins de risques. Même si tu mets une droite, regarde. Oui, là. Regarde. Une droite. Ouais. Et ouais, parce que je veux dire, ça sur le ballon. Donc je boxe plus trop avec les tibias. Après, peut-être là, mais non. Non, tu peux pas. Non. Parce qu'en plus, lui, il incline bien son corps. Ouais, je tape beaucoup avec le pied. Moins avec les tibias. Sauf de temps en temps dans la jambe, quand je l'ai bien fatigué, avec les coups de pied dans les côtes. Après, je viens tenter. Ou le coup le plus simple, hein, tu fais ça fait pas très très mal, mais tu marques des points, puis tu l'énerves, et puis tu le forces à avoir une réaction. Donc 6 blocs, hop, bloc. Oh, je tape dans l'autre jambe. Je me demandais ce que tu bloques pas, en fait. Ah, pardon. Tu sais quand je fais ça? Bah oui. Là, tu bloques, et en fait, après, je change. Okay. Mais en fait, en Thaïlande, il boxe, enfin, il frappe quand même beaucoup moins que nous avec les pieds. Avec les gens, les tibias ou, enfin, le low kick. Bah, le low kick, ouais. en général, en Thaïlande, ça part quand même moins que en Europe. Il faut bien regarder les vidéos. Hein. Ceux qui boxent souvent, ils se protègent quand même. En Thaïlande, ils mettent pas trop de coups de pied dans les cuisses parce que c'est risqué. Oui. Tu manges un blocage et après, ça t'embête pour le restant de ta carrière. C'est ça, je veux dire. T'as beaucoup dans les côtes, ce qui est plus intelligent. Et notamment, rapproche un peu, notamment dans le gant. Parce que dans le gant, c'est rembourré. Si je tape dans l'avant-bras, boum, là, il peut me remiser. Si je tape dans le poignet, il part en arrière, il peut pas, tu sais, ce petit mouvement que tu fais en arrière. Là. Tu peux pas remiser parce que tu pars en arrière. Ouais.
Et puis en plus, c'est rembourré, il y a le gant. Tu sais qu'on s'est pas mal le tibia. Et l'avant-bras, ouais, tu peux te faire mal. Bah oui, c'est pas mal, il y a le coude. C'est pas fait mal d'ailleurs, désolé, parce que je savais pas que tu voulais que je. Non, ça va, non. Donc là, comme je savais ce que t'allais faire, j'ai bloqué là. Oh, on appelle là. Je voulais savoir tout ce qui est travail d'endurcissement et de conditionnement, que ce soit pour les abdos, les avant-bras, les cuisses. Vous avez quoi en fait? C'est sûr, tout ça, c'est mental, de toute manière, à la base. Être fort mentalement, c'est-à-dire c'est se dire qu'on va faire quelque chose et qu'on le fasse pour de vrai. On se promet d'aller à l'entraînement tous les jours, et quoi qu'il arrive, on y va quand même. Et à l'entraînement, bon, on fait ce qu'il y a à faire d'endurcissement, taper au sac, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de faire de l'endurcissement. Taper dans le sac de frappe, taper dans les poros, se cogner les tibias avec des amis, ça fait partie de l'endurcissement, mais sans même que ce soit de l'endurcissement. L'endurcissement, c'est mental, c'est-à-dire tous les jours, je serai à l'entraînement. Et je loue pas une seule journée. Et ça, faut le dire dans sa tête, hein, parce qu'après, t'as la famille, t'as le travail, machin, tu t'embrouilles avec ta famille, t'embrouilles avec ton travail, parce que t'as donné ta parole que tu viens. Et si t'arrives à faire ça, bah, c'est que t'es dur mentalement, donc le corps suit, quoi. Le mental est lié au physique, complètement, quoi. Tu fais des footings, tu lis dans ta tête, et tu le fais, quoi. Et à chaque fois que tu fais une promesse à quelqu'un, tu la tiens, quoi. Même si tu te rends compte que c'est contre toi, que finalement, vu que t'as qu'une parole, tu le fais, et c'est ça être dur mentalement, quoi. Voilà. Et forcément, le mental et le physique sont liés. D'accord. Ouais, si t'as pas de parole dans la vie, bah, t'es pas fort sur rien, putain, qu'est-ce que t'en penses? Joe, les gens, ils ont pas de parole. Les gens, ils sont pas durs dans leur tête. Non, mais à la moindre excuse. Bleu, le lendemain, ils disent rouge, c'est quelqu'un. Et puis à la moindre excuse, voilà, on n'y va pas. J'ai mal à l'orteil. Alors que quand t'as mal à l'orteil, tu fais autre chose. C'est une anglaise. Voilà. Tu compenses. Exactement. Il y a des écoles où ils font de l'endurcissement, comme le Penchak et tout. Il y a des formes aussi où ils font des endurcissements. Oui, mais c'est dans la tête, ça. Il a tout répondu. Bien sûr. L'endurcissement, il est là. Voilà, tout est lié. De mon expérience personnelle, tu vois, c'est l'entraînement. C'était bien sûr que c'est primordial. Il n'y avait aucune raison, aucune excuse pour rater l'entraînement, et surtout de souffrir à l'entraînement 100 fois plus que sur le ring. Les combats les plus durs avec Ramon Decker ou Samson que j'ai fait, j'ai tellement souffert à la salle, tellement j'ai fait des entraînements durs de toutes sortes, mais tout ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire mettre des bottes et traverser des champs qui étaient labourés quand il pleuvait. Vraiment, donc des choses comme ça. Et plus je souffrais, plus j'étais content. Mais après, quand tu vas sur le ring, pour te faire plus mal que ça, c'est pas possible. Donc, bien sûr, ils m'ont fait mal, mais pas autant que je me suis fait moi-même. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai résisté. Un truc que j'aimais bien, c'est que le 25 décembre et le 1er janvier, je faisais mon footing le matin, et si t'arrives à croiser d'autres personnes qui font leur footing, on se regarde comme des super-héros, quoi. Parce que tout le monde s'est couché tard, mais nous, non, on n'a pas fait la fête, on a le combat au mois de janvier, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de Nouvel An, quoi. Ah oui, moi c'est pareil, il n'y avait pas de Noël, pas de Nouvel An. Hein. Ouais. Une chose que je tiens à souligner, ce qui est important, c'est que non seulement on va prendre Joe, on prend Jean-Charles, mais ils sont toujours là. Ce qui est important, des champions, mais la continuité. Et en plus, l'exemple. Parce que si, admettons, elle était champion, mais après, le gars, il fait un peu de la peine et tout, mais non. Quoi qu'il a. Ah, mais Joe, c'est génial ce qu'il fait. Tu as toujours cette vision, ce comportement. Donc, c'est une bonne école de vie. C'est grâce à lui que le Muay Thai avance aujourd'hui, avec sa fédération, la FMT, qui organise très régulièrement. Et l'avantage qu'il y a dans cette fédération. Le créateur de la fédération. Oui, j'ai plusieurs diplômes d'État pourtant. Mais lui, il défend l'identité du Muay. C'est pas le Muay, puis un peu de kick, un peu de machin, un truc comme ça. Et c'est pour ça. Merci les amis, c'est gentil. Bah non, mais c'est toi qui assures. Hein. Non, mais. C'est vrai que sans toi, il n'y a rien en Muay Thai en Ile-de-France. Hein. Il y aurait un ou deux trucs de temps en temps. Ouais. Il pourrait maintenant te dire c'est fini, j'ai été champion, j'ai une carrière d'acteur et tout. Et il s'en fout, vraiment. Il reste à ses premiers amours. Non, mais le champion, c'est un comportement aussi. Il faut avoir le même comportement. Il faut avoir, oui, c'est ça, bien sûr. Ouais, ça, c'est très important. Donc, tu fais attention à ce que tu dis, parce que tu es obligé de le faire. Moi, pour ma parole, je meurs, hein, mais sans plaisanter. Une fois j'ai dit quelque chose, mais voilà, et puis c'est un comportement de tous les jours. Comment tu fais pour le véhiculer encore maintenant? Parce que les jeunes, non. Moi, je prends jeune parce que j'arrive sur les 62. C'est plus délicat à essayer de leur transmettre cette idée-là. C'est très, très difficile. Hein. Moi,
Aujourd'hui, le niveau technique, par exemple, avec le Muay, moi je dirais qu'il y a beaucoup progressé. Les jeunes, ils sont plus techniques, mais j'ai l'impression qu'ils boxent avec le selfie dans la main pour faire des lives. Donc tout ça, ça me gêne, moi. C'est vrai qu'on sent plus de motivation chez les filles aujourd'hui. Non? Ouais, c'est vrai que ça le Queen's Love bientôt. Ouais. Super. Exactement. Le Queen's Love. Super organisation organisée par Joe pour mettre les filles en avant. Teresa, surtout. Ils ont plus faim que. Ouais, c'est vrai. Ils ont plus faim que les garçons aujourd'hui. C'est vrai que les filles, ça a bien progressé. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout ce qui se passe sur le net, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont plus, ils font plus attention à avoir un joli short qu'à rentrer dans le combat. Ouais, ils ont tout, j'imagine. Mais bon, j'exagère un peu, mais bien sûr qu'il y a encore des champions. Ok, merci beaucoup. Bien. Bon, Sofiane, c'est toi qui t'occupes de la salle? Je gère tout, voilà. Voilà, il faut avoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais le mélange, je fais tout. Je m'occupe de tout ici. Ok, ça marche. Mais bon courage en tout cas, Merci Sofiane. bien, c'est gentil. Et merci pour l'accueil. Merci à vous, tranquille, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. C'est quoi qui te Moi, je veux un où il y a écrit Jean-Charles. Hein? Il y a quoi, Lequel qui est le mieux? Il y a Scarboskil. Scarboskil, voilà. Voilà. C'est monsieur Scarboskil, il porte un maillot. Parce que l'autre fois, j'avais oublié de. Attends. Voilà. Je vais faire une photo de moi avec. C'est votre taille? Allez, dernier verre. Un peu. Elle est bien. Ah ouais, nickel. Hein? Elle est top, regarde. Là. Comme une Ferrari. Regarde la propreté, regarde comment ils sont propres, regarde. Hein? Ah, c'est bien. Il n'y a pas de poussière là, regarde. Non, c'est top, top. Merci beaucoup. Non, de rien, regarde, avec plaisir. Ok. Quoi que ce soit, on est là. Merci. Après, maintenant, je voulais vous demander, au niveau du clinch, à quoi ça vous sert en Muay Thai dans le combat? C'est quoi le clinch? Le PAM. C'est le PAM. Les gens ont dit le PAM. Ouais. Je vais utiliser le terme taille. Non, mais je dis ça parce que moi, je pratiquais pas beaucoup on le sait bien, je pratiquais pas beaucoup le corps à corps, le clinch ou le PAM. Bah, le corps, en fait, en Thaïlande, à la base, tu essaies de battre le mec uniquement avec les jambes. Si tu vois que le mec est plus fort en jambes que toi, tu l'attrapes en PAM, en corps à corps. Si en corps à corps est toujours plus fort que toi, après tu mises tout sur l'anglaise. Donc tu vois, c'est ou l'inverse, les jambes, si t'arrives à le battre en jambes, t'essaies l'anglaise. Si dans les deux t'arrives pas, bah tu te réfugies dans le PAM, en espérant que tu sois un peu meilleur que lui. Déjà tu prends un peu moins de risques, tu ne prends pas trop de coups au visage, vu qu'on est très serré, c'est surtout des coups au corps. Bon, et si on attrape bien le mec, on peut essayer de faire plusieurs routes sans le tenant encore un pas. Donc le PAM, c'est fait pour ceux qui n'ont pas une bonne anglaise et qui n'ont pas des bonnes jambes. Ok. Donc quand on me disait en Thaïlande, tu vas boxer un mec qui est fort en PAM, ça me faisait rien. Parce que parce qu'on me dit, tu vas boxer un mec, il a du punch. Là, c'est chaud. Le mec, il a du punch. Tu vas boxer un mec, il a des bons coups de pied. Là, c'est chaud, je vais m'en prendre la gueule. Un mec, il a des bons genoux. C'est-à-dire qu'il a pas des bonnes anglaises et pas des bonnes jambes. C'est ça que ça veut dire. Donc, on lui trouve une qualité, on va dire qu'il a des bons genoux. Donc, et puis, les mecs, ils ont pas des meilleurs genoux que les autres, au final. Voilà. Donc, c'est les moins forts. Okay. Ouais, c'est vraiment quoi. Est-ce que tu peux montrer sur ma joue, juste au ralenti, le clinch, comment... Le PAM, pardon. Le PAM, ouais. Ouais, le PAM. Comme j'ai dit, à cette distance-là, ce qui pourrait être fatal, c'est un coup de coude. Montant, sur le côté, descendant, il y a une manière de mettre du coup de coude, en Donc, à partir du moment où je me rapproche de lui, je vais venir contrôler ses bras. Ou je le tiens comme ça, je tiens ses poignets, ou bien je le tiens comme ça. Essayer de me mettre une droite, dans la tête, ouais, donc ça passe par de derrière, et essayer de mettre une vraie droite. Bim, le droite dans le visage. Là, ça coince. Là, ça coince. Donc là, je contrôle ses bras. Là, je contrôle ses bras. Après, je peux contrôler son bras comme ça aussi. Donc le bras est contrôlé. Le bras gauche est contrôlé. Je peux contrôler comme ça. Je peux contrôler en ceinturant. Essayer de me mettre un coup de poing. Un coup de poing, parce que j'ai le visage qui est collé à lui. Donc c'est ça qui est un truc qui est marrant. C'est que peu importe où je suis dans la pièce,
s'il y a quelqu'un qui veut vous mettre une droite, vous êtes n'importe où, vous allez prendre un risque, qui vous met une droite. L'endroit qui est le moins risqué dans la pièce pour pas se manger une droite, c'est de placer sa joue contre le mec. Mais les gens, ils font jamais ça, quoi. S'il y a quelqu'un que t'aimes pas qui tape, tu viens pas coller ta joue comme ça, donc parce qu'après, il va se barrer. Il vaut mieux s'en faire de la pièce. Mais en tout cas, là, c'est l'endroit le plus, tant que je reste là, ne me déplace pas. Recule. Je me suis, quoi. J'ai la tête pour placer, il peut me taper dans le visage. Donc, ce qui est embêtant, c'est que quelqu'un peut te frapper au visage, donc il t'aime pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens te coller joue contre joue au mec qui t'aime pas. C'est marrant, ça, non? Le mec, il te met une droite, mais tu oublies de le jouer contre joue pour c'est ça qu'il faut, quoi. Donc, alors, je peux tenir comme ça, comme ça, comme ça. Je garde toujours le coup droit près du foie. C'est-à-dire que je vais pas faire ça, parce que là, il n'y a pas de protection. Donc là, je contrôle ses bras, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, il n'y a pas 100 000 positions, ça. Ou tous les deux en gros, tiens, en dessous, attrape tes mains derrière moi, mets ton menton sur mon épaule. Voilà. Ou cette position-là, bras gauche au-dessus, bras droit en dessous, ou bien je le tiens comme ça, ou bien je le tiens comme ça, enfin, c'est trop de position. Mais là, si je le tiens comme ça, c'est pour le descendre. C'est pas pour le tenir comme ça longtemps, parce que si je le tiens comme ça longtemps, une ceinture moi, il se soulève et après je suis mort. Voilà. Et après, c'est une position, ou c'est une position. Voilà. D'accord. Et à partir du moment où tu changes cette position, où j'ai contrôlé ses bras, après, je peux penser à mettre des coups de genoux, mais pas avant. Si je mets un coup de genou alors que je tiens pas son bras, je mets un coup de coude, bim! Là, je tiens ses bras, ou comme ça, et après, je peux travailler les genoux. Donc, les genoux. Ou, si je suis très près de lui, et je suis très près, je peux pas taper direct. Je tape sur le côté, à gauche ou à droite, d'accord? Si je suis à mi-distance, là, je peux taper, j'ai le choix de taper sur le côté, j'ai le choix de taper là, dans le ventre, plexus, ou vessie, en partant de derrière, où je lève, bim, et j'enfonce. Regarde droit, on te laisse, là, bim, ou comme ça, bim, ou sur le côté, bim, bim, voilà. D'accord. Quelques sortes de genoux qu'on peut mettre, après je peux rattraper la tête, bim, ou bien sur le côté, bim, voilà. Et aussi, encore à quoi, il y a les projections. C'est-à-dire que je peux suivre mon adversaire, et généralement, des fois, les gens, ils te cassent en deux comme ça, tu vois, de leur force, ils te cassent en deux. Comme les costauds, ils n'arrivent pas. Mais les débutants, ils font ça, quoi. Si le mec est débutant, je peux casser en deux facilement parce qu'il n'est pas très costaud. Ou, mais on va dire que c'est interdit de casser en deux comme ça. Par contre, je mets un genou là, avec mon épaule, l'envoyer en diagonale par terre. À gauche, ou à droite. Ensuite, je mets une jambe en barrage, avec mon épaule, je l'envoie en diagonale. À gauche, ou à droite, d'accord? Hein, je peux le tourner, je peux le soulever. Quand je le soulève, je peux balancer ses jambes avec le genou là, comme ça. Et il tombe sur le côté. Voilà. Je peux le déséquilibrer. Là. Hop. Les deux côtés. Ça, c'est le principal du corps à corps. Et puis, s'il oublie un peu les bras, bah, je peux ajouter les coudes. Et, en plus, s'il oublie de me contrôler les bras. Ok, ça marche. Oui, Valou. Merci, Valou. Merci beaucoup. Alors après, je voulais vous montrer une vidéo. C'est d'un ancien élève à Frank Ropers, Hugo Tranche, donc, qui a fait du Muay Thai, grappling et Penchak Silat. C'était juste pour vous montrer le coup de coude et que vous disiez ce que vous en pensez en tant qu'expert. Alors, il y a deux vidéos à montrer. Le socle, c'est quoi le circuit? Alors. Tout ce qui va faire le chemin, là, le gros, c'est le pied par là. Ça, et la poussée. Et pas ça. Non. Ça. Ok. Voilà. Et après. On y va comme ça, on essaye. Ça. Il faut au corps. Mais c'est un fossé au corps, là. Et c'est moitié coude avant-bras, là. Là, c'est une percussion pour pousser. Ok. C'était juste pour savoir si vous aviez la même vision des choses. Si, c'est bien. Si, parce que regarde, il fait ça. Lui, il fait ça, mais après, il cherche à pousser comme ça. Ok. Si, c'est bien. Ok. Faut pas oublier quand même que le Muay, c'est la seule discipline où les gars combattent qu'avec les coudes. Donc, moi, je peux mettre des coups de coude, mais je me rappelle quand j'allais voir Ramba ou quand j'allais au Sijotong, il expliquait comment bloquer les coudes. Même pas. Il était aussi hors.
C'est tordu, oui. Mais quand j'allais au Sud-Automne, il m'expliquait, par exemple, Ça va, lui, les coudes, j'aime bien. il expliquait comment bloquer les coudes. Il y a une façon, si c'est circulaire, pareil, comment bloquer pour repasser. Et, comment je vais dire, l'avantage qu'il a, lui, il a boxé avec les coudes. Donc tu peux pas, non seulement, moi j'avais les coudes, il avait les coudes, Mais je sais pas bloquer. mais c'est vrai, hein. J'ai un mec qui m'a mis plusieurs et je sais pas, avec la tête. Oui, il expliquait comment, quand j'allais chez, au Sud-Automne, il expliquait, et Rambal fait très bien aussi, comment bloquer les coudes. Par exemple, coude retourné, il expliquait, par exemple, si tu mets trop, fais coude retourné comme ça, mets ton pied là, et tourne, mais tourne, en mettant le pied là, vas-y. Il venait contrer comme ça. Donc il expliquait qu'après, il faut juste faire ça. Moi, je fais gaffe parce que j'ai la prothèse. Mais regarde, quand il tourne comme ça, t'as les contres. Ah ouais, oui. c'est cool. Et les coups de coude, par exemple, circulaires, donc il bloque comme ça. C'est pour venir là. Et si c'est à l'intérieur, pour revenir. Et bloqué aussi avec les mains comme ça. Là, avec les mains comme ça. Donc il m'avait expliqué tout ça. J'ai dit, tiens, et les tailles, comment je vais dire, c'est des spécialistes comme toi t'as boxé avec les coudes. Ouais. Et pareil aussi, il y avait les coudes, mais par exemple, quand on mettait les coudes, il expliquait aussi. Il y avait les formes anciennes avec la tête. Ouais. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de règle. C'était les combattants de l'armée. Mais ça. Tous les coups, les coups de genoux à la base. Il vient de le dire, les combattants pour l'armée. C'est pour ça qu'il y avait les marteaux, il y avait tout ça. Puis moi, pour être honnête avec vous, le seul coup de coude que j'ai appris, c'est que ça, quand j'étais sur Nenel, il m'a appris que le coup de coude à rasoir. Il y en a 7. Il m'a rien appris. À la limite, c'est le mieux. Hein. C'est le mieux. C'est le seul coup de coude qu'il m'a appris, maître Kronsack, il y a 15 ans en arrière. Il m'a dit, voilà, ce coup de coude, il m'a dit, c'est le coup de coude à rasoir. Il m'a dit, il pardonne pas, il coupe. T'as encore une question à poser à Joe? Parce que je sais que. Profites-en. Comme ça, Kerner, je me souviens. Kerner, il faisait jeu égal. Kerner, il prend un petit peu l'avantage. Ils sont encore à corps. Attends, ils sont encore à corps. Il chasse avec les mains. Avec l'avant-bras, il chasse et il sort. Le coude. Et je l'ai trouvé facile à prendre le coup de rasoir. C'est là qu'il a chassé. Super. J'ai pris des élastiques. Là, c'est ceux de Timo InShape, du coup. Ouais. Et je voulais que Jean-Charles, Joe et Freddy montrent à quoi peuvent vous servir des élastiques à l'entraînement. D'accord, vas-y. Ah bah, je me suis jamais servi. Regarde. Tu manges pas un truc comme ça, moi. Et j'ai vu quand tu fais un. Moi, je peux faire ça. On dit, j'ai vu une fois Monica Bellucci dans un film. Oui. On va refaire la scène. Non, oui, mais. Toi, t'es Monica Bellucci. Oui. Ouais, mais je suis Tata, Jean-Charles. Franchement, il m'inspire un peu moins que Monica Bellucci. Et même vraiment loin. T'as pas vu, non, le film Monica Bellucci. Ah non, c'est le film en fait. Irréversible. Ok, mais Non, moi, je connais pas. Je Regarde ce que je fais beaucoup avec ça. Tu connais Moi, je fais beaucoup ça. Pour travailler les lignes. Pour travailler les trajectoires. Pour travailler les trajectoires. Moi, je l'utilise pour ça. Mais tu peux l'utiliser aussi. Ça, c'est des muscles, ça. Il y a plein de mouvements que tu peux utiliser. Ok. Et toi, Jean-Charles, Je me suis jamais servi de ça. C'est vrai, mais Je peux inventer des trucs. vas-y, essaye peut-être. Ouais. Ouais, non. J'utilise pas tous les. Je fais en tout cas l'ancienne. Tu peux fouetter. Tu les bloques en dessous, peut-être. Oui, j'ai vu, mais. Tu peux Tu peux faire les squats J'ai avec jamais fait, quoi. les squats. Hein Pourquoi tu peux faire les squats? Les pieds. Oui. Les pieds. Oui, Tu fais des squats. là, tu demandes de te montrer quelque chose avec quelque chose que tu n'arrives pas. Ouais, mais moi je le fais. Je le fais parce que moi ça m'a. C'est pourquoi je le fais. Comme j'étais opéré plusieurs fois, j'ai utilisé ça par application. Aujourd'hui, je travaille la musculation, je travaille avec les élastiques. Moi, chez moi, j'ai des élastiques, je fais tout, le biceps, les très bien ça. Le dos, je travaille qu'avec des élastiques, mais pas comme ça. J'ai des élastiques avec les poignets, que tu prends dans une porte, je fais toute la musculation. C'est vrai qu'il y a mais ça, non. Ça, c'est pour les filles, ça. J'en ai d'autres, mais ceux avec qui Franck Roper s'est affilié, par exemple, c'est les mêmes dont tu parles, je pense. Il faut pas oublier qu'aussi les élastiques, c'est devenu un business aussi.
Ouais, non, hein. Non, mais c'est pratique. Hein. Moi, mais c'est pratique. Moi, je vais à l'hôtel. Il y en a qui les attachent. Par exemple, J'ai il y des en a qui élastiques. les attachent. Je fais partout. En mettant ça attaché comme ça. Ils vont dire, par exemple, Voilà. j'avance, je travaille. Ouais, mais, Voilà, il fait travailler ça. Voilà, des trucs comme ça, tu peux faire. Moi, je sais que c'est. Moi, ça m'a aidé pour l'éducation, moi, les élastiques, parce que je pouvais pas prendre de charge pendant 2 ans. Donc, j'ai commencé des petits élastiques, mais il y a plein de mouvements à travailler avec. Ouais. Aussi pour la chaîne des rotateurs. La chaîne des rotateurs, tu l'attaches comme ça. Tu travailles les mouvements comme ça pour la chaîne des rotateurs. Ouais, celui-là, il est trop fort. Hein. Des sticks un peu plus fins. Ça vient à la mode parce que ça évite les haltères. C'est moins traumatisant, c'est ce que tu fais, toi. L'avantage des élastiques, c'est pas traumatisant. Alors que les haltères, ça peut être traumatisant. Aussi, pour les tractions, on les utilise, les gens. Pour les tractions. Celui qui n'arrive pas à faire les tractions, il utilise les élastiques. Tu peux même faire des pompes avec. Non, mais l'avantage avec les élastiques, c'est que mais comme moi, que j'ai pas envie de faire de la musculation, mais juste m'entretenir, je vais à l'hôtel, je fais un déplacement, j'ai mes haltères mes élastiques dans la valise. C'est pas lourd. Il y a un bien-être. Hein. Il y a un bien-être au quotidien. Moi, je fais quasiment tous les jours les élastiques un petit peu. Merci beaucoup. Ça marche. Bon, ben les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci à tout le monde. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Non, c'est parce que tout le monde sait que je suis un élève de Freddy. Voilà. Donc, Freddy, moi, généralement, partout où il va, il m'emmène avec lui. Alors, moi, un jour, il m'a invité, il m'a dit, écoute, viens, il y a Jean-Charles qui fait une soirée, une fois par an. Ah oui. Donc, moi, je suis venu. Ah, toutes les semaines. Ouais. C'est ce que je l'ai dit. C'était gentil. Non, c'était pour le livre de Daniel. Non, quand il fait, comme il y a 2 semaines, Ouais, la soirée ouais, que t'as fait, ouais. Non, parce que. Voilà. J'organise ton Dis-le que régulièrement, il y a des soirées. Ouais, parce que j'ai bougé. Merci beaucoup d'être passé le jour. Je vais y aller à 5 heures. Je repasserai parce qu'il faut y aller. Yes, dommage. Je passe au cadeau. Merci beaucoup d'être venu. C'était Merci pour le. avec plaisir, c'était cool. C'est moi tout Tu es ça. resté plus longtemps que prévu. Là, je t'en promets. Merci à toi. Tu es resté plus longtemps que prévu. Ouais. Non, mais. Allez, je me sauve. Merci. Salut Anthony, tu m'as demandé de te faire une petite vidéo à savoir sur ce que je pensais de Jean-Charles Skarbowski. Écoute, je vais te répondre en quelques mots. Je l'ai découvert sur la chaîne de Greg MMA, Karaté Bushido. J'ai beaucoup accroché avec la personnalité et ensuite je me suis renseigné un petit peu sur son palmarès qui est très impressionnant et je l'ai trouvé du coup très très humble dans son approche et dans son partage. Il m'a fait penser à un de mes anciens instructeurs que j'avais au GIGN qui était, alors pas dans les sports de combat, mais qui était dans le combat et qui nous posait souvent cette question, à savoir quand on était en place sur différentes missions, suis-je utile? Es-tu utile? Et j'ai le sentiment que Jean-Charles fonctionne comme ça. Quand il fait quelque chose, il se pose un certain nombre de questions, et à savoir si son action va être pertinente ou si son enchaînement sera efficace. Et je trouve ça intéressant comme approche. Donc moi j'apprécie, comme je disais, son humilité, son approche des arts martiaux, des sports de combat et sa détermination. On sent que c'est quelqu'un qui est très gentil, mais qui peut être très déterminé et qui s'engagera jusqu'au bout si c'est nécessaire. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce personnage et je continuerai de le suivre avec un grand intérêt. Et merci à lui en tout cas pour son partage pour les jeunes générations. On a besoin de gens comme lui. Voilà.